Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans des documents assez uniques, je trouve. Ah oui, unique et très très personnel. Des lettres privées écrites au XVIIIe siècle par un aristocrate anglais, Lord Chesterfield, à son fils. Un fils qui, on le sent tout de suite, n'est pas juste un fils, c'est un projet. C'est ça, un projet de vie. Et avec une ambition démesurée. Complètement. Donc ce qu'on va faire, c'est décortiquer ce qui est au fond un véritable manuel d'instruction. On va suivre ce père qui essaye de sculpter son fils pour en faire un homme d'État parfait. Un courtisan accompli. Exactement. Et ça va bien au-delà de l'histoire ou du latin. C'est l'art de réussir dans le monde. Parfois de manière un peu brutale. Et dès le début, on sent une tension, un fil rouge qui traverse tout. C'est cet équilibre constant entre la connaissance, le savoir solide, et ce qu'il répète sans arrêt de manière presque obsessionnelle. Les grâces. Les grâces, exactement. Oui, et il a une analogie pour ça, une image qui m'a vraiment marquée. Il dit, en gros, la connaissance, la vertu, c'est de l'or. Ça a une valeur immense. Mais si cet or n'est pas poli, il perd presque tout son éclat. Et il va même plus loin. Ah oui, il dit que du simple laiton, s'il est parfaitement poli, eh bien il séduira bien plus de monde que l'or brut. Et là, on a tout compris. On a la clé que son système. Le style est la condition pour que la substance ait un impact, en fait. Alors, justement, parlons-en. Cette obsession pour les grâces. Il répète la formule comme un mantra. Les grâces, les grâces, les grâces. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est juste être poli, bien s'habiller? Ben, c'est une excellente question. Parce que non, c'est bien plus profond que ça. Pour Chesterfield, les grâces, c'est vraiment l'art de plaire. C'est une compétence active. D'accord. C'est tout un ensemble. Une allure qui engage, une élocution qui captive, un comportement qui charme. Sa théorie, c'est que ça ouvre un chemin direct vers le cœur des gens. Et il a cette phrase incroyable. Laquelle? Le cœur a une influence considérable sur l'entendement. En clair, séduisez le cœur et l'esprit suivra sans problème. C'est presque du piratage psychologique. Et il est très très concret dans ses exemples. Je pense à son insistance sur la manière de parler. Ah oui. Avoir de bonnes idées, c'est bien, mais c'est que la moitié du chemin. Si tu les présentes mal, avec un style lourd, il utilise un mot terrible, il dit que c'est assassiner ses propres productions. C'est violent comme terme. Mais pour lui, c'est ça. Une idée mal présentée est une idée morte. La forme n'est pas une déco, c'est une arme. Et ce contrôle va, mais incroyablement loin. Attends, même le rire est codifié. Ça me paraît fou. Pour lui, rien ne doit être spontané en public. Il interdit quasiment le rire bruyant, le rire du ventre. Il appelle ça la gaieté de la populace. C'est d'un snobisme. Absolu, bien sûr, mais il y a une logique derrière. Le rire, c'est une perte de contrôle, une bresse dans l'armure. L'homme du monde, lui, ne fait que sourire. Le sourire est maîtrisé. Il montre l'intelligence, mais jamais l'abandon. C'est un peu flippant, non? On imagine quelqu'un qui ne fait que sourire. Ça ne risque pas de paraître complètement faux. C'est tout le paradoxe. Le but, c'est de paraître naturel dans l'artifice. C'est ça le grand art. Et sa méthode pour y arriver, c'est l'observation, l'imitation. Ah oui, il dit à son fils d'être un espion du bon goût. Quand il est à Turin, il lui dit « Étudie les ministres du roi de Sardaigne. Ce sont les plus habiles et les plus polis d'Europe. » Il ne dit pas « Sois toi-même », il dit « Sois comme eux ». Donc les grâces, c'est un ensemble de techniques pour séduire et contrôler son image. Mais pourquoi faire? Quel est le but? Juste plaire? Ah non, surtout pas. Le but final, c'est l'influence. Et donc le pouvoir. Les grâces sont un outil. L'exemple qu'il donne tout le temps, c'est le duc de Marlborough. Le grand général anglais. Exactement. Chesterfield est persuadé que le succès de Marlborough venait moins de son génie militaire que de ses manières irrésistibles. Il avait, dit-il, les grâces au plus haut degré. Il savait charmer, persuader, désarmer un adversaire avec un regard. Ses manières étaient une arme en quelque sorte. Aussi efficace que ses canons. C'est ça qui lui a permis de tenir des coalitions, de trouver de l'argent, de naviguer dans les intrigues de la cour. D'accord, donc les grâces, c'est l'emballage, l'arme de séduction. Mais il doit bien y avoir quelque chose à l'intérieur de ce paquet si bien ficelé. Est-ce qu'il néglige le savoir pour autant? Pas du tout, et c'est là que son projet est vraiment complet. Il ne veut pas d'un séducteur vide. Le fond doit être aussi solide que la forme est brillante. Mais il est tout aussi pragmatique sur le savoir que sur les manières. Et qu'est-ce qu'il met en avant? L'histoire moderne. Il est très clair là-dessus. Il dit à son fils de se concentrer sur l'histoire de l'Europe depuis le XVe siècle. Pourquoi ça?
Parce que pour lui, c'est là que les règles du jeu politique de son époque ont été écrites. Il cite Louis XI en France, qui centralise le pouvoir, Ferdinand et Isabelle en Espagne. L'histoire antique, c'est un bel ornement, mais c'est pas ça qui va l'aider à comprendre les jeux de pouvoir actuels. C'est la formation d'un consultant en stratégie, pas d'un prof d'université. Exactement. L'érudition pour l'érudition, ça l'horripile. Et ça se voit dans tout. Quand son fils voyage, il lui demande pas seulement de regarder les monuments. Non? Il lui demande de se renseigner dans chaque petit État sur des données très précises. La force militaire, les revenus, le type de commerce. Il lui dit même de tenir un petit carnet pour tout noter. C'est de la collecte de renseignements, quoi. On prépare un futur diplomate, clairement. Et sa vision des classiques, le grec et le latin. C'était quand même la base de l'éducation à l'époque. Son approche est, là encore, très utilitaire. Pour lui, ce sont des ornements nécessaires. Un gentleman doit pouvoir sortir une citation latine, c'est un signe de statut. Mais Mais il le met en garde avec une férocité incroyable contre la pédanterie. Il déteste les érudits purs, ces gens qui, selon lui, ne connaissent que les anciens et sont incapables de parler des affaires du monde. Le savoir doit être un passeport pour le monde, pas un abri. C'est fascinant de voir à quel point tout est tourné vers l'efficacité. J'ai noté aussi ce conseil très pratique qu'il donne, toujours avoir une carte à côté de soi quand on lit un livre d'histoire. C'est tout lui, ça. Il veut que le savoir soit concret, visuel. Et de la même manière, il pousse son fils à être actif. Il lui dit « Quand tu rencontres des gens intelligents, pose des questions, profite de leur savoir, ne te contente pas de lire. cette idée de poser des questions, ça m'amène à sa vision des relations humaines. On a l'impression qu'il voit chaque personne comme une cible à analyser. » Alors là, on entre dans le cœur de sa psychologie et c'est d'une finesse redoutable et, il faut le dire, d'un cynisme achevé. Ah oui, carrément. Il a un principe de base. Chaque être humain a ce qu'il appelle une vanité dominante. Une faiblesse. La clé pour influencer quelqu'un, c'est d'identifier cette vanité et de la flatter subtilement. Et les exemples qu'il donne sont incroyables. Celui sur le cardinal de Richelieu, par exemple. Richelieu, un des plus grands hommes d'État français, eh bien, selon Chesterfield, il était plus sensible aux compliments sur ses poèmes, qui étaient mauvais, que sur son génie politique, dont il était certain. Mais pourquoi ça marchait bien de flatter quelqu'un sur un talent qu'il n'a pas? Parce que c'est là qu'on est le plus en demande de reconnaissance. Richelieu savait qu'il était un génie politique. Le lui dire, c'était juste confirmer une évidence. Mais il rêvait d'être un grand poète, et il en doutait. D'accord. Gratter cette ambition secrète, c'est lui donner la validation qu'il cherche désespérément. On ne flatte pas la personne, on flatte le fantasme qu'elle a d'elle-même. C'est diabolique. Il donne un autre exemple avec un politique anglais, Sir Robert Walpole. Oui, Walpole, un politicien très habile. Mais sa vanité, c'était de se croire un grand séducteur. Chesterfield note, avec une certaine cruauté, qu'il n'avait rien pour lui physiquement. Mais c'était son sujet préféré. La leçon est claire, hein. Trouve le point faible, et appuie dessus avec des compliments. Pourtant, à côté de ce qui ressemble à un manuel de manipulation, il donne aussi des conseils qui semblent plus bienveillants, comme de ne jamais faire sentir son infériorité à quelqu'un. Oui, absolument. Il dit que c'est une cruauté inutile de vouloir briller aux dépens des autres. Pour lui, la vraie bonne éducation, c'est de mettre les gens à l'aise, de les élever vers soi, pas de les écraser. Mais est-ce que c'est de la vraie bienveillance ou une autre stratégie? En mettant les gens à l'aise, on les rend plus réceptifs. Exactement. C'est une autre façon de désarmer les défenses de l'autre. Si la personne ne se sent pas inférieure, elle est plus encline à t'écouter, à t'apprécier et finalement à être d'accord avec toi. C'est la quintessence des grâces. Ce contrôle de soi, de l'autre, on imagine qu'il l'applique à tout. Qu'est-ce qu'il dit sur la gestion du temps ou de l'argent? C'est exactement la même philosophie. Il a une maxime là-dessus qui est d'une efficacité redoutable. Laquelle? Prenez soin des minutes, les heures prendront soin d'elles-mêmes. C'est le précurseur des techniques de time management modernes. En quelque sorte, oui. Sa logique, c'est la diligence constante. Il dit à son fils qu'aucune portion de temps n'est trop courte pour être utilisée. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, à la fin de la journée, ça fait 1 heure. Et sur une vie, pour lui, remettre au lendemain, c'est le pire péché pour un homme ambitieux. Et pour l'image personnelle, les vêtements par exemple. Ces conseils sont très équilibrés et très modernes, là encore. La règle est simple, être propre, bien habillé, suivre la mode de l'endroit où on est, mais sans jamais en faire trop. Il ne faut pas avoir l'air d'un dandy, voilà. Et il ajoute un conseil psychologique très fin. Une fois que tu es habillé, oublie tes vêtements. Si tu penses sans arrêt à ton col ou à tes chaussures, tes mouvements seront raides, artificiels. L'élégance doit sembler naturelle, cette fameuse nonchalance étudiée.
Et pour l'argent, il est aussi strict? Son approche est double. D'un côté, il est très généreux pour tout ce qu'il juge utile. Il dit à son fils qu'il aura toujours de l'argent pour son éducation, les meilleurs profs, les livres, et pour les plaisirs d'un être rationnel. C'est-à-dire? Un beau logement, de beaux vêtements, des domestiques, tout ce qui est nécessaire pour fréquenter la bonne société. Mais il y a une ligne rouge, j'imagine. Une ligne rouge absolue. Il est intransigeant sur le refus de payer pour les vices. En tête de liste, jeu, l'excès de boisson, la débauche. Il prévient son fils que s'il fait la moindre dette de jeu, non seulement il ne la paiera pas, mais il le laissera faire face à la honte. Ah oui, quand même. Pour lui, ce ne sont pas juste des fautes morales. Ce sont des erreurs stratégiques. Ça donne des armes à tes ennemis. Et enfin, il y a la gestion de la langue elle-même. Le choix des mots. Le niveau de détail est fou. Dire certains mots à la mode mal utilisés. Il donne l'exemple des mots vaste et vastement qu'il ne faut utiliser que pour une taille physique. On ne peut pas dire une vaste amélioration. Même le vocabulaire fait partie des grâces. Le diable est vraiment dans les détails pour lui. Absolument. Chaque mot est une brique dans l'édifice de ton image. Rien n'est laissé au hasard. Bon, alors si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le projet de Chesterfield, c'est une sorte d'alchimie, non? C'est une synthèse parfaite. C'est une alchimie entre la substance, le savoir, et le style, les fameuses grâces. Et dans son équation, le style n'est pas juste un bonus, c'est le catalyseur. Sans lui, la substance reste inerte. Exactement. Inerte et inutile. Bien sûr, il faut lire ça avec le contexte de l'époque, un monde de courtisans, d'aristocrates, Un monde qui n'existe plus. qui n'existe plus. Mais si on gratte un peu ce vernis du XVIIIe siècle, les principes qu'il expose sont d'une pertinence assez troublante. L'intelligence émotionnelle, l'art de lire une situation sociale, l'importance de la présentation de soi, ce sont des compétences qui, aujourd'hui, sont peut-être encore plus décisives. C'est vrai que le concept de personal branding n'est pas très loin. Et il y a une dernière chose qui rend ces lettres si fortes, c'est qu'elles n'ont jamais été écrites pour être publiées. C'est vrai. C'est un père qui parle à son fils sans aucun filtre, sans hypocrisie. C'est le guide brut de l'ambition, la version non censurée de l'éducation d'un puissant. Ce côté secret leur donne une honnêteté qui est presque dérangeante. Et c'est ça qui nous amène à une dernière pensée peut-être. On peut se demander ce que seraient les grâces d'aujourd'hui. Si un parent influent, un capitaine d'industrie, un stratège politique écrivait aujourd'hui en privé à son enfant pour lui donner les clés de la réussite, que lui dirait-il? Lui parlerait-il de la gestion de son profil sur les réseaux sociaux, de l'art du networking à l'ère numérique, des codes à maîtriser dans les couloirs du pouvoir de la tech ou de la finance? La forme a complètement changé, mais est-ce que le fond, l'ambition humaine et les stratégies pour y arriver sont si différents que ça?